Merci beaucoup. Pour lancer la discussion et le sens de mes remarques, j'inverserai une de vos formules finales. Quand vous dites la pluralisation du kratos rend le démos inassignable, je dirais ça rend le démos inassignable. Mais justement, il y a bien des figures différentes du peuple. Et ça rend assignable des démoi qui sont très différents. Alors pour lancer la discussion, je la lancerai avec des remarques à la fois historiques, juridiques et de philosophie politique. La première remarque en reprenant un petit peu le canevas, et il y a des remarques qui sont des remarques factuelles, mais d'autres qui appelleront évidemment une discussion entre nous deux. La première remarque sur le mot démocratie lui-même. Le terme de démocratie en tant que tel s'est imposé bien après le suffrage universel, globalement. Mais les premiers emplois du terme démocratie n'ont pas désigné un régime politique, ont désigné une forme de société. Je dirais le terme démocratie en Amérique renvoyait à l'idée, je dirais, de personnes qui vivent ensemble sur un pied d'égalité. Donc le terme démocratie renvoyait à l'idée d'un mode de vie, à l'idée d'une façon de faire société, à l'idée d'une façon d'être en commun. Et dans la langue française elle-même, le terme démocratie son emploi se développe vraiment à partir des années 1820, un peu au début des années 1820, et c'est aussi dans ce sens sociétal. Donc le terme démocratie entendu, le régime de la souveraineté, le régime de la souveraineté du peuple ne s'est imposé vraiment que extrêmement tardivement. En tout cas, dans le cas français, on pourrait dire que ça ne s'est vraiment imposé qu'après la Deuxième Guerre mondiale, puisque le terme même de démocratie n'appartient pas, bien sûr, à la langue révolutionnaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais n'appartient pas à la langue républicaine en général. Les pères fondateurs de la Troisième République, que ce soit la première génération, les Ferry, les Gambetta, ou la deuxième génération, les Valdec-Rousseau, les Léon Bourgeois, l'auteur de Solidarité, ils n'emploient pratiquement jamais le terme de démocratie. Donc l'idée d'assimiler la démocratie avec souveraineté du peuple est une idée, je pense, relativement récente et qui présuppose une euphémisation du terme de souveraineté et du terme de peuple également. D'ailleurs, aux États-Unis, le terme de démocratie au sens politique a commencé à apparaître, on a consacré une partie d'un cours à cela dans les années 1840, mais avec un sens très religieux. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le régime du bien sur la terre. Et ce n'est pas du tout le régime technique, si je puis dire, d'une souveraineté du peuple. Ou alors, souveraineté du peuple entendue aux États-Unis dans son sens, je dirais, le plus vague, qui n'est presque pas institutionnel, mais presque moral. C'est l'idée que le peuple est la fontaine du pouvoir. Mais dire que le peuple est la fontaine du pouvoir, c'est presque une définition médiévale. C'est une définition morale. Ça n'est absolument pas une définition institutionnelle. Le retour, donc ça c'est un premier point important parce qu'on va remonter le fil peu à peu. Vous avez présupposé que l'idée démocratique c'est celle de souveraineté du peuple entendue dans un sens juridique très fort. Alors je pense que ce sens juridique très fort a rarement existé et que lorsque on a appelé démocratie le régime de la souveraineté du peuple, c'est qu'avec une vision de la souveraineté du peuple qui est quand même extrêmement minimaliste et presque morale, disons, plus qu'institutionnelle. Le deuxième point qui est très important, parce que ça c'est décisif dans votre argumentation dont je partage bien des points, et je souhaiterais qu'on aille un peu plus loin dans la conclusion, si je puis dire. En ce qui concerne la question des droits dans les révolutions américaines et les révolutions françaises, là je ne suis absolument pas d'accord avec les développements de T.H. Marshall que vous avez cités, parce que T.H. Marshall fait une histoire où on a en quelque sorte le XVIIIe siècle c'est les droits civils, et puis le XIXe c'est les droits politiques, et le XXe siècle les droits sociaux. Non, pendant la Révolution française, ces trois types de droits sont complètement enlacés, entremêlés. On ne sépare pas les droits sociaux, créances, des droits sociaux, des droits politiques. Et on ne les sépare pas justement parce que dans l'idée même de droit,
n'est pas distinguer ce qui est un droit subjectif et ce qui est un droit producteur de lien social. Il n'y a pas de meilleur analyseur de cette question-là que tous les débats sur l'assistance publique. Parce que quand vous dites, quand vous critiquez l'idée que la démocratie c'est une forme de communautarisation, il faut s'entendre sur le mot communautarisation. Et ce qui explique très bien ces débats, c'est ceux qu'il y avait pendant la Révolution française sur les droits créances, justement, les droits de secours. Hein. Quelle était la communauté pertinente? Est-ce que la communauté pertinente, c'était la paroisse? Est-ce que c'était le voisinage? Est-ce que c'était la nation? Il y a eu un débat permanent sur quelle est la communauté sociale pertinente. Et ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est qu'il n'y en a, grosso modo, il n'y en a pas une seule. La communauté sociale pertinente, elle est également une communauté multiple. Donc, à cet égard, l'idée des droits subjectifs qui seraient distincts de droits producteurs de sociabilité me semble pas exact d'un point de vue, peut-être plus exact aux États-Unis, mais en tout cas, c'est absolument pas le cas en France. La troisième remarque, avant d'entrer vraiment dans la discussion, c'est concernant la notion même de souveraineté. Parce que dans la notion de souveraineté, je vais lire l'article de Ius Politicum auquel vous faites référence, là, mais enfin disons que c'est quand même un sujet classique. Il y a une dimension très française à ce débat sur la souveraineté. Une dimension très française parce qu'on peut dire que la souveraineté, le concept de souveraineté, il a eu trois moments clés de formation en France. Vous avez fait référence, bien sûr, Bodin. C'est-à-dire, la souveraineté était un concept nécessité pour la production de la puissance étatique. Mais, premièrement. Mais deuxièmement, la souveraineté a été un concept remobilisé au moment de la Révolution française pour conceptualiser la translation du pouvoir royal. Et après, le concept de souveraineté a été remobilisé aussi pour définir ce qu'est un pouvoir séculier. Et cela, c'est celui qui l'a le mieux exprimé, c'est Louis Blanc. Quand Louis Blanc dit il y a un moment, il faut choisir si le souverain, c'est le peuple ou le pape. C'est évidemment très, très résumé. Mais à ce moment-là, si on dit si ce n'est pas le pape, c'est le peuple, et c'est le peuple dans une définition, évidemment, qui est extrêmement, extrêmement lâche chez lui. Et quand on voit à l'intérieur même de la pensée politique française, à chaque étape de cette redéfinition du concept de souveraineté, il y a eu un débat très fort. Face à Bodin, quel est le grand théoricien d'une autre vision de la puissance publique? C'est Comines. Comines, dans ses mémoires, Comines qui est on peut dire le Machiavel français, pour faire vite. Hein. Que dit Comines? Comines dit la puissance, elle n'est pas dans l'espèce de pouvoir qui s'érige au-dessus des autres. La puissance, elle est toujours un art diplomatique. Et alors que Bodin insiste sur le fait la puissance écrasante, lui montre au contraire que la puissance, elle est toujours un élément de discussion, elle est toujours un élément problématique. Une puissance souveraine n'existe jamais. Il y a toujours une discussion avec les autres. Et c'est central dans la pensée de Comines d'opposer à une vision centralisée de la souveraineté une vision de l'art diplomatique. Et de la même façon, Comines, tout à fait dans la lignée de Machiavel, Comines oppose à la souveraineté, je dirais, interne, l'idée très machiavélienne aussi, si on peut dire, du compromis social, d'un certain point de vue. Donc ça, il y a eu cette première discussion, Comines contre Bodin. Après, au moment où il y a l'idée révolutionnaire de translation du pouvoir royal, et le pouvoir royal était tellement fort que pour en quelque sorte l'abattre, il faut ériger le peuple en un nouveau pouvoir royal, d'un certain point de vue. Mais là, il y a toute la critique à la fois des libéraux et des socialistes. Les socialistes, les premiers socialistes comme Pierre Leroux, refusent absolument cette division de la souveraineté. Benjamin Constant explique aussi que le problème n'est pas de transférer cette puissance, mais de la démolir.
Et puis après, dans la vision de la sécularisation, ben, c'est dire justement, le peuple n'est pas le nouveau Dieu. Et ça, celui qui théorisera cette idée-là, c'est Proudhon, quoi, hein, qui sera le peuple n'est pas le nouveau Dieu. Donc si on dit cela, pour moi, cela a une conséquence, c'est que ça ne met pas en cause vos conclusions, mais ça, je dirais, il y a moins de coups de cymbale pour aller vers votre conclusion. C'est-à-dire que vous construisez une vision de la souveraineté tellement forte, une notion de peuple tellement, je dirais, presque morale, que montrer qu'on en est distant, après, c'est relativement facile. Mais sur le point d'arrivée, je ne suis pas du tout en désaccord avec vous. Je ne suis pas du tout en désaccord, mais je pense qu'il faut le creuser. Notamment sur cette question, quand vous dites il y a toujours un pouvoir auquel on doit s'adresser quand vous critiquez la notion d'auto-législation. Mais dans la tradition politique, les seuls qui aient pensé l'identité pouvoir-société, c'est les pays totalitaires. C'est eux qui ont dit il n'y a plus de revendication parce que c'est vous-même qui êtes le pouvoir. Et dans tous les pays non totalitaires, il y a l'idée que même un pouvoir légitime, sa légitimité, elle est toujours provisoire. Sa légitimité, elle est fragile. Et donc, il existe, en même temps, il est issu de la société, mais il est en même temps toujours un problème pour elle. Il est toujours à distance d'elle. Donc, cela, c'est aussi, on peut dire, l'histoire de la réflexion politique libérale sur cette question-là. Le libéralisme ne vise pas simplement limiter le pouvoir, mais il vise à montrer que la légitimité du pouvoir ne résout pas la question de sa distance à la société. Et donc, il faut le faire, il faut en quelque sorte lui opposer en permanence des contre-pouvoirs. Il y a un peu cette double dimension. Donc aujourd'hui, pour rester à ce niveau-là, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la démocratie, ça n'est pas simplement une légitimité d'autorisation du pouvoir. La démocratie, c'est justement le face-à-face permanent du pouvoir et de la société. Donc sur ce plan-là, je serai d'accord avec vous, mais avec une vision historique où je tendrais à dire que cette question-là n'est pas nouvelle, qu'elle est celle, je dirais, de l'histoire de la démocratie d'un certain point de vue. Mais je voudrais maintenant en venir aux questions vraiment de discussion. Questions de discussion sur ce qui est le point d'aboutissement de votre travail. Sur l'idée que il faut reconnaître le caractère inévitable de la domination, entendu au sens de Max Weber, et les conséquences que vous en tirez sur le fait que la conception de la citoyenneté, de la conquête des droits, tout à fait d'accord. Mais je vous poserai là une première question. C'est que ces droits ne sont pas simplement justement des droits subjectifs, ils sont aussi des droits sociaux. Et à partir du moment où ils sont des droits sociaux, ils tracent une ligne de partage qui est celle de l'espace de la redistribution. On peut tout à fait imaginer de conquérir qu'il y ait un combat mondial, entre guillemets, pour l'abolition de l'esclavage, pour l'abolition d'un certain nombre de discriminations. Mais si on veut un combat mondial pour, je dirais, la santé pour tous, là, il y a un problème de distribution des ressources. Et la grande différence entre la démocratie cosmopolitique à cet égard et une démocratie, je dirais, de la communauté politique, c'est que ça n'est pas le même espace de redistribution. Enfin, on peut même dire dans un cas qu'il n'y a même pas d'espace de redistribution. Et l'Europe ne l'est même pas. L'Europe va baisser son budget et elle va passer en dessous de la barre des 1% du PIB. Alors que dans un pays comme la France, actuellement, je crois que c'est 47% qui participent aux services publics et au système de la consommation socialisée ou redistributive. Donc ma première question est celle-là. C'est comment vous faites la part dans votre raisonnement des catégories de droits qui n'ont pas la même conséquence du point de vue de la mobilisation des ressources, du point de vue de la redistribution.
Je vous remercie. Je peux réagir un peu aux petites remarques, un peu dans la question. J'arrive à la question. Non, sur les remarques, hein, c'est effectivement que des remarques. Je voulais dire que, bon, alors sur la dimension sociale de la démocratie, je vous remercie énormément de ces compléments d'information. Il faut dire, hein, je suis une formation philosophique, donc je n'ai pas du tout le même type de formation qu'un historien, en plus je n'ai pas la tête à ça, manque de mémoire, etc. Mais une philosophie politique qui s'est voulu précisément accrocher au concret et qui s'est intéressée à l'histoire, à la sociologie, pas hasard si j'ai travaillé sur Max Weber. Mais bon, donc le philosophe et le spécialiste des généralités, j'ai essayé de baisser quand même le niveau, de ne pas être trop général, mais il est évident que, notamment sur toute la tradition française, j'ai toujours besoin de mes connaissances sont de seconde main. Alors je me suis appuyée, j'ai évoqué la dimension démocratie sociale à propos du texte du marquis d'Argenson, par exemple, cette notion-là de la démocratie. Bon, ma réaction porte essentiellement porte entre autres sur la généralisation du terme démocratie valorisée au début du XXe siècle. Vous dites c'est plus tard, je vous crois parfaitement. Hein, vous avez. En revanche, dans la mesure où mes textes, effectivement, je n'ai pas toute cette profondeur ou cette étendue de connaissance des textes politiques en France, une chose qui m'a énormément surpris, c'est le texte de Durkheim, qui appartient précisément aux Républicains et qui, bon, c'est des leçons de sociologie, décrit sous le nom de démocratie quelque chose qu'aujourd'hui on n'appellerait plus démocratie, mais qu'on peut éventuellement appeler république. Donc j'ai eu l'impression que lui, c'était pas n'importe qui, il appartient aussi dans cette mouvance des Républicains, il avait besoin de s'emparer de ce mot dont j'ai supposé qu'il avait déjà bénéficié d'une certaine valorisation. Sur Marshall, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je sais que ces thèses sont historiques et des différentes couches de droit qu'il accordait comme étant schématiques, hein, différentes couches qui étaient venues se conjuguer, se rassembler pour définir le statut de la citoyenneté. Bon, c'est très discuté. Ces exemples, en plus, sont uniquement anglais. Même du point de vue de l'histoire anglaise, je crois que c'est discutable. Je l'ai retenu, en fait, parce qu'il illustrait l'interprétation de la citoyenneté comme statut. Ce n'était pas le contenu de son analyse historique qui m'intéressait, c'est le fait qu'il était emblématique. Penser la citoyenneté comme statut, avec évidemment la clôture. Et je me suis, sur le plan de la pertinence de l'analyse, je me suis beaucoup plus intéressée au texte de Luhmann. Bon, je précise, Luhmann, bon, c'est le théoricien des systèmes. Bon, sa partie théorie des systèmes me paraît c'est pas ce avec quoi j'accroche le plus, assez compliqué, et puis c'est de plus en plus abstrait à mesure que ça systématise. Mais en revanche, ces textes d'analyse historique, quelqu'un a gentiment attiré mon attention sur ces textes à un moment, sont particulièrement intéressants. Et notamment, bon, il y a un gros article que j'ai voulu faire traduire, mais comme c'est un petit livre, je n'ai pas réussi à le faire traduire. C'est un article de 180 pages ou quelque chose comme ça. Bon, il en a fait un sur les droits subjectifs et il en a fait un autre sur l'individualisme. Et l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Et c'est bourré d'informations avec des analyses que je trouve très souvent remarquables. Et donc lui, je trouve, est beaucoup plus intéressant, d'abord parce qu'il jette un coup d'œil sur ce que vous avez évoqué, pas mes mêmes références, mais sur ce droit des pauvres, cette histoire du droit des pauvres, et le fait que des solidarités antérieures, ça, il insiste sur cette dimension-là, et bon, il conceptualise la façon dont ça s'est transformé, et il souligne surtout que les droits, ça c'est un point qui m'a paru important, contre Marshall et une certaine représentation de l'histoire des droits, le fait que les droits subjectifs n'étaient pas, même y compris les droits civils, n'étaient pas un moyen de défendre l'individu contre le pouvoir, mais enfin que ça pouvait être formulé comme ça, mais que c'était une modalité d'inclusion, que c'est une certaine modalité d'inclusion, que le droit subjectif a été une certaine modalité d'inclusion qui s'est trouvé particulièrement adapté dans des sociétés de plus en plus complexes. Ça permettait de remettre aux individus la charge d'avoir à mettre en œuvre, mettre en mouvement les différents services dont ils peuvent bénéficier. Et donc, du coup, lui, il relativise, alors que Marshall explique que l'invention des droits sociaux a resocialisé les droits subjectifs, notamment les droits les droits civils et du citoyen. Lui, il explique que non, elle n'a pas resocialisé, que les droits subjectifs ont été toujours un modèle de socialisation, mais effectivement original. Bon, juste donc pour mon rapport à
l'utilisation que je fais de Marshall. Bon, alors, droits subjectifs, droits sociaux, espace de la redistribution. Oui, oui, bon, en fait, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. Et, alors, vous avez dit les droits, il y a aussi les droits sociaux. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est que les droits sociaux font partie des droits subjectifs, et en ce sens, ils posent le problème de la redistribution. Oui, c'est vrai. Et je pense que, juste pour donner quelques éléments de mes méditations actuelles sur ce genre de problème, je pense que ça tourne autour du problème de la propriété, en fait. Je veux dire que une des difficultés de mon ouvrage, bon, on m'a reproché mon individualisme, etc., mais entre autres choses, c'est que je ne m'étends pas, c'est vrai, sur le fait que dans l'affirmation des droits de l'homme et des droits subjectifs, le premier droit, c'est celui de propriété, et de propriété privée, de propriété individuelle. Donc alors, comment concilier ça avec le fait que la logique de la propriété privée aboutit, entre autres choses, à l'exclusion de certains, bon, on peut pondérer cette exclusion, mais enfin, à l'exclusion de certains. Et alors, la réflexion, deux voies de réflexion par rapport, je crois, au problème que vous posez, si je vous entends bien. Dans un premier temps, je reviens sur la propriété après, dans un premier temps, je crois que le problème de la redistribution est un problème de gouvernance. C'est-à-dire qu'en matière de philosophie politique, je crois que l'on a intérêt à distinguer le point de vue de l'égalité, des revendications du sujet, je situerai la démocratie de ce côté-là, et le problème pour parler le langage de Foucault, de la gouvernementalité. Je dis bien en matière de philosophie politique. Et cette philosophie politique de la gouvernementalité, c'est-à-dire finalement les problèmes des sociétés vus du côté du pouvoir, je la trouve parfaitement légitime et absolument passionnante. Effectivement, c'est celle où aurait place notamment le débat que vous évoquez entre une politique de la souveraineté à la Bodin et une politique, un art diplomatique de la politique à la Machiavel ou à la Comines. Je pense que c'est... Mais de l'autre côté, il y a les revendications des exclus au nom de l'égalité. L'idée que une gouvernance puisse répondre à toutes les attentes de ce côté-là, me paraît parfaitement illusoire. Donc la démocratie, elle se joue dans ce face-à-face, ce qui ne veut pas dire que je suis en train de... Loin de là, je trouve au contraire passionnant les problèmes de gouvernementalité, mais c'est vrai qu'en même temps, l'inflation de la notion de gouvernance aujourd'hui me pose un problème, c'est-à-dire que ce n'est pas de ce côté-là que j'irai chercher le ressort de la démocratie. Et la deuxième réponse par rapport à votre problème, donc du coup, les problèmes des fondements de la redistribution, ils se situent du côté de la gouvernance. Et ils n'ont pas nécessairement des solutions simples ni démocratiques au sens que j'indique. Quant à la notion de propriété, en gros, je travaille entre, d'un côté, les réflexions que développe un certain nombre d'Américains aujourd'hui sur la pauvreté extrême, et de l'autre, les textes par lesquels les philosophes, des juristes ont justifié la propriété privée, et donc c'est important du point de vue de l'histoire des droits subjectifs ou de la notion de droit subjectif au XVIIIe, XIXe. Et avec une remarque, c'est que la lecture de la formation des sociétés modernes centrées sur l'État au prisme de Weber, dirons-nous, c'est-à-dire l'interprète comme la destruction des communautés juridiques antérieures. Il y a une autre lecture qui est la lecture de Marx, disons l'accumulation primitive, mais interprétée telle qu'il le fait dans les Grundrisse. À savoir, on sort, il y avait des communautés d'appartenance, c'était bien des communautés d'appartenance, mais il les traite d'un point de vue économique. Toutes les communautés d'appartenance, même oppressives, etc., étaient des communautés qui permettaient à l'individu d'avoir un accès direct aux moyens de vie. Bon, et son interprétation dans ce texte, donc pas dans le Capital, mais son interprétation de l'accumulation, qui va nommer après l'accumulation primitive, c'est qu'il y a eu destruction de cette communauté pour libérer le travailleur nu qui n'a aucun accès à quelques moyens de vie, de survie qu'il soit. Et je me suis posé la question de savoir si ces deux lectures, on pouvait les superposer, c'est-à-dire si la destruction, évidemment il faut des médiations, mais si la destruction des communautés d'appartenance politico-juridique est liée à la destruction des communautés d'appartenance économique
qui sont celles de Marx. Je pense qu'on peut établir un pont. Évidemment, la destruction des communautés, si on lit ce processus du point de vue donc de Marx, pour prendre Marx comme schème, comme idéal type, cela aboutit à la production de l'individu qui n'a aucun moyen d'accès au, sinon le salaire, etc. Et je crois que si on regarde les textes par lesquels ont été justifiées la propriété privée, et jusque chez Kant, le fondement de cette justification excluait qu'il puisse y avoir des exclus. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la reprise jusque chez Kant d'un vieux topos qui vient du christianisme, celui de la propriété commune originaire. Or, le droit de propriété tel qu'il est privé, c'est une modalité d'accès particulière à un bien commun. Et donc la justification de la propriété privée, c'est la justification, parce que ça a des implications politiques, d'une modalité d'accès au commun, mais ça reste une modalité d'accès au commun, c'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont les différents auteurs résolvent le problème, cela ne doit pas produire des individus qui soient... Il n'y a pas d'autre... Il me semble difficile de produire une autre justification normative de la propriété privée. Bon, ceci dit, c'est une réflexion sur le plan normatif sur le problème qu'on peut classer comme le problème de la redistribution, ce n'est pas une réflexion politique sur les fondements, les solutions aujourd'hui pour les problèmes de redistribution. Je crois que ce que vous dites sur la propriété est très intéressant, on peut le développer. Sur la vision de Marx sur la différence entre le capital et les Grundrisse, je dirais que dans les deux cas, sa vision tout de même, que ce soit les communautés primitives, sociales ou économiques, c'est tout de même justement défini par le fait que la vie commune prime sur l'individu. Alors que lui, dans les Grundrisse, justement, ce qu'il montre, c'est que la société libérée du besoin serait une société qui ne serait plus une société communautaire, mais une société de l'individu, où chacun pourrait être l'artiste de sa propre vie. Donc une société, au contraire, de l'individualisme positif, si je puis dire. C'est bien ça le... Mais sur la propriété, au fond, l'idée est très simple, c'est de dire que la première propriété, c'est la propriété de soi. Et que l'esclavage, c'est quand on n'est pas propriétaire de soi. Et donc, toute la pensée moderne de la liberté, c'est une pensée qui est développée à partir de l'idée de la propriété de soi. Et que la propriété privée, de matériel, apparaît simplement comme un des moyens d'asseoir et de développer cette propriété de soi. Et je crois qu'on ne l'a, même si on a perçu dès ce moment-là les problèmes que ça pouvait poser, ça s'est tout de même développé, cette pensée de la propriété, dans un contexte précapitaliste. C'est-à-dire qu'on avait, au XVIIIe, on n'avait pas du tout l'image de l'accumulation qu'on a vu ensuite se réaliser. Mais la tradition socialiste elle-même a bien récupéré l'idée qu'il fallait développer la propriété. Et que développer la propriété, rendre chacun davantage maître de lui-même et de sa vie, mais avec une forme de propriété qui est toujours en conflit, justement, avec ces formes je dirais, de perversion sur le dos des autres. Et que la propriété sociale n'est pas la seule réponse. La propriété, c'est aussi le développement des moyens de chacun. Et aujourd'hui, tout un ensemble des débats qu'il y a sur ce qu'on appelle l'empowerment, par exemple, c'est véritablement tout à fait dans l'idée du développement de la propriété de soi et de la construction de soi. Donc je pense que vous avez là tout à fait raison de souligner qu'une réflexion contemporaine sur la propriété serait, je crois, extrêmement la bienvenue pour penser les droits eux-mêmes. Parce que vous avez très justement dit à la fin de votre exposé que le problème n'est pas simplement de recevoir des choses qui vous soient octroyées, mais de les construire. Je crois que se construire soi-même, c'est justement lié à ces idées de propriété. Et beaucoup de conceptions des droits sociaux comme des droits sociaux renouvelables, des droits sociaux comme le fait de s'équiper dans la vie, du droit à l'éducation, c'est vraiment, au fond, des modalités du droit de propriété. Mais ça, tout à fait d'accord pour cette piste de réflexion. Mais que vous régliez la question en disant, ah oui, d'un côté, il y a la philosophie politique et de l'autre côté, il y a les questions de la gouvernabilité, c'est même pas une question de gouvernance. La philosophie politique doit s'adresser aux problèmes de la société réelle. Si les problèmes de la société réelle, c'est ceux de la justice distributive ou de la justice redistributive, elle doit s'y intéresser au premier chef.
Et donc là, peut-être y a-t-il dans votre raisonnement là un petit point de faiblesse. Mais ce point de faiblesse peut en revanche être un élément qui aide à réfléchir justement sur cette question de la démocratie cosmopolitique. C'est que ce qui ne fait pas sens, ce serait l'idée d'une translation, d'une souveraineté impossible, une souveraineté démolie au niveau des États-nations, qui pourrait se reconstruire, je dirais, au niveau impérial ou au niveau de l'humanité, et faire de l'humanité le nouveau nom que l'on donnerait au peuple. Réfléchir à la démocratie cosmopolitique, moi je le vois davantage comme réfléchir aux conditions dans lesquelles, justement, se diversifient et se pluralisent les sujets de droit et leur rapport entre eux, parce qu'il y a au contraire des formes de communauté, mais ces formes de communauté, elles se déclinent sur des registres très, très différents. Donc, est-ce que vous ne démolissez pas un petit peu trop tout de même l'idée de lien entre droit et communauté? Oui, je sais que vous n'êtes pas le plus virulent de mes critiques de ce point de vue-là, quand même. Non, c'est une interrogation. C'est une interrogation qui me semble utile, parce que si on veut penser la pluralisation des droits, il faut penser la pluralisation des sujets démocratiques. Et la pluralisation des sujets démocratiques, c'est la pluralisation des espaces. Alors on peut ne pas aimer le mot communauté. Moi, je suis tout à fait prêt à prendre un autre terme. Mais on ne peut pas supprimer le mot commun, si vous voulez. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Bon, une petite remarque. D'une part, si vous voulez, je pense qu'il y a une philosophie politique qui a pensé en termes de redistribution, c'est Rawls. Et Rawls a coincé sur l'État-nation. En fait, il y a eu des critiques qui lui ont été faites et il n'a pas réussi à s'en sortir. Il ne pouvait pas. Et il y a... je me souviens, j'ai travaillé là-dessus, les noms ne me reviennent pas, des différents auteurs américains que j'avais lus à ce propos. L'un d'entre eux qui lui a démontré qu'en fait, il ne pensait pas effectivement les rapports de pouvoir politique. Michael Sandel. The Limits of Social Justice. C'est entre autres Sandel, oui, j'ai une autre, mais effectivement, Sandel entre autres, et qui en même temps, passant au pouvoir politique, disait qu'on ne pouvait pas résoudre les problèmes de redistribution. On ne pouvait plus poser le problème de la justice. On pensait politique, donc on cessait de penser de justice. Si on pensait justice, on pensait redistribution. Et pour penser redistribution, il fallait un cadre pour la redistribution, il fallait un collectif susceptible de légitimer ce cadre, etc. Donc j'ai eu l'impression... Et alors, quand on continue du côté de ces auteurs, ceux qui s'éloignent de Rawls et qui tentent de poser les problèmes de la redistribution ne parlent plus de problème de redistribution, mais tombent sur le problème de l'extrême pauvreté. Et je pense que ça, c'est pas un hasard si on tombe sur ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on n'a plus le cadre général dans le cadre, les formes générales dans les cadres desquels on pourrait poser la question d'une juste répartition, parce qu'on a une pluralité de pouvoirs qui s'enchevêtrent d'une façon qui est peu lisible, et surtout qui n'est pas hiérarchisée. Mais en revanche, on a un phénomène évident quand on passe au niveau cosmopolitique, qui sont les phénomènes de dépossession extrême, avec, bon, il y a des gens qui font des calculs pour expliquer qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent de faim chaque année que de gens qui meurent dans des guerres ou de gens même qui meurent de maladies, ou si nous sommes des maladies de la pauvreté. Bon. Donc je pense que ce problème... il doit être abordé, mais ce n'est pas un hasard si les auteurs qui travaillent sur ce problème, soit passent franchement au niveau pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner des conseils au gouvernement ou aux institutions internationales pour tenter de proposer des solutions, soit, de toute façon, abandonnent la perspective de la redistribution. C'est plus un problème de redistribution, ça va au-delà. Sur la communauté... Je ne suis pas anticommunautaire à tout craint. Entre autres, je veux souligner une chose, c'est que je crois qu'une partie, ce n'est pas votre cas, mais je crois qu'une partie, notamment des démocrates radicaux qui prennent ombrage, qui me reprochent en fait de mon individualisme, font référence aux solidarités qui se constituent dans les collectifs de lutte. Que ces solidarités fassent partie de la vie de la démocratie, de l'expérience de la démocratie, j'en suis entièrement convaincue.
En revanche, j'ai en particulier dans l'ouvrage consacré une critique, alors où je semble viser la notion de solidarité, et qui vise en vérité l'idée qu'à partir de ces collectifs de lutte et des suspensions, généralement très courtes d'ailleurs, des rapports de domination, etc., l'impression qu'on constitue un collectif uni, réuni par l'enthousiasme, etc., qu'à partir de là, on pourrait penser une démocratie à venir, des formes institutionnelles de démocratie à venir. En gros, le schème, c'est Marx commentant la Commune de Paris. Je pense que toute la tradition conseilliste et toute l'histoire de la tradition conseilliste témoigne que ce n'est pas possible. Et là, je suis très weberienne, c'est-à-dire l'idée, c'est que à partir du moment où se développent des institutions qui impliquent des administrations, il y a toujours les germes de nouvelles formes de domination. Donc cette dimension de la communauté vécue, qu'elle appartienne à la vie de la démocratie, je ne le conteste absolument pas. Mais, alors, c'est pas à ça que vous faites référence, en fait. C'est pas ce type de communauté qui fasse référence. C'est à la pluralisation des communautés. Je suis d'accord sur la pluralisation. Ce qui me pose un problème, je ne l'ai pas formulé là, je n'ai pas abordé le problème sous cet aspect-là, mais si vous voulez, je pourrais résumer ma thèse en disant c'est l'État moderne qui a individualisé le sujet de droit dans la mesure où il a uniformisé où il a monopolisé la garantie du droit. À partir du moment où on a affaire à un nouveau pluralisme juridique et qui a une dimension également politique, est-ce que cette pluralisation ne pourrait pas signer la fin de cette conception du fondement des droits et par conséquent la fin de la démocratie ainsi comprise, comme une revendication d'égalité, non pas au titre d'une appartenance particulière, mais au titre du fait qu'on est un homme, un être humain en général. Voilà. D'abord, juste un mot, quand vous parlez de Rawls et quand vous signalez qu'un certain nombre de personnes en tirent comme conséquence qu'au fond, la seule action possible, c'est celle pour, au fond, faire rentrer dans l'humanité les deux catégories de personnes qui sont le plus menacées de ne plus y appartenir, c'est ceux qui meurent de faim et ceux qui sont victimes de massacres. Mais ça, justement, c'est l'action internationale type dont le sujet est d'empêcher que des personnes sortent de l'humanité, de la notion d'humanité. Mais la définition politique de l'égalité, elle est justement, elle est autre. Et ça, Rawls n'y répond pas, parce que Rawls, c'est une théorie de la distribution des richesses et non pas une théorie de la constitution d'une société d'égaux. C'est ça la grande différence. Et pour les questions que vous venez de poser à la fin, eh bien, nous avons encore, 5 séances de séminaire pour essayer d'y répondre. Et donc, à la semaine prochaine.